Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Télésud pour votre édition de la mi-journée. Et à la une de ce mercredi 19 octobre, le ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop, qui est à la tribune de l'ONU, a renouvelé les accusations portées contre Paris qui, selon lui, a commis des actes graves d'agression et d'espionnage au Mali. En Centrafrique, après l'annulation par la Cour constitutionnelle de la rédaction d'une nouvelle constitution, le gouvernement insiste, et ce malgré l'opposition qui y voit une manœuvre politicienne pour permettre au chef de l'État de briguer un troisième mandat. Et nous reviendrons également sur les vifs échanges qui ont eu lieu hier à l'Assemblée nationale entre le gouvernement et les élus de droite et d'extrême droite autour du meurtre de la petite Lola, âgée de 12 ans, tuée dans des circonstances innommables vendredi dernier. Et on débute avec cette passe d'armes hier à l'ONU entre le ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, et l'ambassadeur français Nicolas de Rivière. Le Mali qui a une nouvelle fois accusé la France de violer son espace aérien et de livrer des armes à des islamistes, des accusations catégoriquement rejetées par Paris. Aymeric Torignon. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est la situation au Mali. L'ordre du jour est adopté. Mardi, à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, comme on pouvait s'y attendre, l'intervention du ministre malien des Affaires étrangères a cristallisé les attentions. Abdoulaye Diop a d'abord critiqué le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation sécuritaire au Mali dans la période de juillet à septembre, avant d'accuser à nouveau la France de soutenir les groupes djihadistes qui opèrent sur son territoire. Le rapport du secrétaire général est passé sous silence. La saisine du Conseil de sécurité par le Mali, le 15 août 2022, pour ce qui concerne les tentatives de déstabilisation et les violations répétées de l'espace aérien par les forces françaises. Pour apporter les preuves de ces accusations, le ministre malien sollicite une nouvelle fois la tenue d'une session spéciale du Conseil de sécurité. C'est pourquoi le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali. Des accusations balayées d'un revers de main par la France, son ambassadeur s'est dit offusqué des allégations de Bamako et répond en ces termes. Je tiens à rétablir la vérité après les accusations mensongères et diffamatoires du gouvernement de transition malien, telles que contenues dans la lettre transmise au Conseil de sécurité le 15 août et répétées à l'instant devant ce Conseil par le ministre des Affaires étrangères du Mali. L'ambassadeur français a par ailleurs rappelé que l'armée française avait été déployé au Mali il y a 9 ans à la demande des autorités maliennes de l'époque. Un déploiement qui avait permis d'empêcher Bamako de tomber dans les mains des groupes rebelles. Alors que les relations entre Bamako et ses partenaires dans la lutte contre le terrorisme sont au plus bas niveau, les groupes djihadistes continuent de semer la terreur dans le pays. Et on reste à l'ONU où son secrétaire général Antonio Guterres a condamné hier l'attaque à l'engin explosif contre des soldats tchadiens de la MINUSMA qui a fait 4 morts et 2 blessés lundi lors d'une patrouille de déminage à Tessalit dans la région de Kidal. Et l'ONU toujours qui se dit très préoccupée par la situation en Éthiopie et qui considère qu'il y a un risque important d'escalade du conflit compte tenu de la mobilisation massive et continue de soldats et de combattants par les différentes parties. Une escalade qui s'est traduite ces dernières heures par l'annonce du gouvernement de la prise de 3 villes du Tigré. On fait le point sur la situation avec Mathieu Nicolas. Alamata, Korem et surtout Shiré. 3 villes du Tigré ont été reprises par les forces d'Addis Abeba. L'annonce a été faite mardi dans un communiqué du gouvernement éthiopien. Une prise de contrôle sans combats urbains, selon l'annonce. L'une d'entre elles, Shiré, avait suscité l'inquiétude internationale en raison d'une intensification récente des combats. Désormais, une aide humanitaire est attendue sur place. L'armée fédérale éthiopienne a évité le sombre scénario que certains ont prédit en faisant écho à la propagande du TPLF.
Le gouvernement éthiopien effectue les préparatifs nécessaires et se coordonne avec les agences humanitaires compétentes pour fournir une aide humanitaire à travers ces zones qui sont passées sous le contrôle de l'armée éthiopienne, y compris via l'aéroport de Shire. Ville comptant 100 000 habitants avant le conflit, Shire est située à une cinquantaine de kilomètres de la frontière avec l'Érythrée. Elle abrite en outre des milliers d'habitants du Tigré déplacés par le conflit qui ravage le nord de l'Éthiopie depuis novembre 2020. Ces derniers jours, Union africaine, Union européenne et États-Unis, entre autres, se sont inquiétés de cette intensification des offensives militaires, notamment à Shire. Mardi, l'ONU a même mis en garde contre l'impact dévastateur de la poursuite des hostilités sur les civils en Éthiopie, des attaques qui, selon l'ONU, constituent des crimes de guerre. Le haut-commissaire aux droits de l'homme est profondément troublé par le risque important d'escalade compte tenu de la mobilisation massive de soldats et de combattants par les différentes parties au conflit. Volker Türk appelle toutes les parties au conflit à cesser immédiatement toutes les hostilités et à œuvrer en faveur d'une solution pacifique et durable. En vertu du droit international, les attaques sans discrimination ou les attaques visant délibérément des civils ou des biens civils constituent des crimes de guerre. Malgré les nombreux appels au cessez-le-feu des instances internationales, l'Éthiopie, qui se dit disposée à des pourparlers de paix, semble vouloir d'abord s'assurer une victoire militaire sur le terrain avant d'arriver à la table des négociations. Hier, lors de notre édition, nous avons entendu le Premier ministre centrafricain Félix Moloua rappeler l'importance pour son pays de se doter d'une nouvelle constitution. Une perspective qui inquiète les oppositions, qui accusent le chef de l'État de vouloir changer le texte pour pouvoir briguer un troisième mandat fin 2025. Et Aymeric Tourignon pour les détails. Le rejet du projet de modification de la Constitution centrafricaine par la Cour constitutionnelle n'est pas synonyme de suspension du processus de révision voulu par une bonne partie de la population. C'est ce qu'on peut retenir de l'intervention du Premier ministre de la RCA dans une interview accordée à nos confrères de la VOA. Pour Félix Moloua, il est clair que la haute juridiction n'a pas sanctionné l'idée d'une modification constitutionnelle, mais juste la procédure empruntée par le pouvoir. Ce n'est pas l'idée qui est remise en cause, mais c'est la procédure. Certainement qu'une procédure sera trouvée. Il faut y répondre aux vœux de la population. Le projet d'une nouvelle constitution est donc toujours d'actualité, d'autant plus qu'une grande frange de la population du pays l'appelle de tous ses vœux. Au lendemain de la décision de la Cour constitutionnelle, les manifestations populaires pour demander un référendum constitutionnel se sont multipliées. Mais au-delà, la loi fondamentale de la RCA a besoin d'un toilettage puisqu'elle ne cadre plus forcément avec les réalités actuelles de la RCA, selon le Premier ministre. Nous avons une constitution qui date de la transition. Vous voyez, le contexte n'est plus le même. On n'est plus dans la question d'urgence. Comme je vous l'ai dit, c'est vrai, à un moment donné, ce sont des urgences, c'est l'humanitaire, il y a les troupes, mais si on retrouve la sécurité. Mais il faut aller vers le développement. Il faut créer le cadre pour aller vers le développement. Mais l'opposition redoute qu'une nouvelle constitution ouvre la voie à un troisième mandat du président Faustin Archange Touadéra. Une crainte qui ne saurait occulter la nécessité pour le pays de réaménager sa loi fondamentale. Nous avons aujourd'hui des crises qui n'étaient pas prises en compte. Mais il faut un cadre, il faut des instruments, il faut des outils pour faire face à cela. Ça s'est passé sur d'autres cieux. Mais pourquoi ça ne pourrait pas se passer? Pourquoi on se grippe sur la présentation du président ou l'intention du président de se présenter aux élections? C'est ça qui fait peur aux gens. La Cour constitutionnelle a invalidé le comité mis en place par le président Touadéra pour rédiger une nouvelle constitution. Juste après la décision de la Cour, le chef de l'État a abrogé le décret d'installation de ce comité. Mais plusieurs mouvements politiques et citoyens continuent malgré tout de demander cette révision constitutionnelle qui, selon eux, permettra d'asseoir définitivement les bases du décollage de la Centrafrique.
Au Bénin, à 3 mois des élections législatives, les électeurs se retrouvent confrontés à des difficultés concernant leur nom sur la liste électorale informatisée gérée par l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes. Un problème que l'agence compte bien solutionner afin de permettre à ces élections de se dérouler dans les meilleures conditions. Reportage de notre correspondant local, M. Kevin Sonsi. En janvier 2023, le Bénin organisera les élections législatives. À 3 mois de cette échéance, le citoyen béninois peine à repérer son centre de vote ou encore éprouve des difficultés à retrouver son nom sur la liste électorale informatisée développée par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Malgré les divers services que propose l'ANIP, elle ne comble toujours pas l'attente de la population. Par rapport à ce qui se consulte déjà en ligne, j'ai déjà essayé 2 à 3 fois, mais la ligne est saturée. Donc je n'ai pas eu un résultat fiable. Maintenant, la seconde chose, je suis allé au lieu où je me suis fait enrôler. Là également, il y avait assez de monde. Donc ce que je n'ai pas pu faire parce qu'avec le temps de Covid que nous traversons, donc je me suis méfié. Et puis je devais aussi me rendre à mon service, donc je n'ai pas pu gérer cette affaire. Sylvain Hundonoubo réside à Cotonou. Pour lui, l'accès à la liste électorale informatisée est capital. Il salue par ailleurs l'effort du gouvernement qui ne cesse de faciliter l'accès à l'information par le numérique. Ce que le gouvernement est en train de faire, ça nous favorise beaucoup la tâche. Je l'ai fait automatiquement que j'ai reçu le message sur mon téléphone, mais j'ai tenté de cliquer sur le lien et exactement j'ai vu que mon nom est affiché sur la liste. J'ai vérifié si est-ce qu'il n'a pas changé peut-être mon centre de vote ou bien il n'a pas un souci, mais toutes les informations étaient correctes et puis tout est au point. Si les lignes sont saturées, c'est qu'il y a quelque chose à la base qui ne va pas. Donc déjà, il faut que le service ANIP, c'est le gouvernement, je vais dire, puisse corriger ce problème à la base. À quelques mois des élections législatives, le Béninois invite l'ANIP pour corriger les quelques ratés observés concernant la base de données pour rendre enfin fluide l'accès aux données des citoyens en âge de voter. En attendant, la liste électorale informatisée provisoire reste affichée dans les centres de vote sur l'ensemble du territoire national. Vous le savez, la flambée des prix des produits de première nécessité est devenue un problème universel. Et pour apporter une réponse ciblée aux populations, le gouvernement congolais a mis en place un plan de résilience sur la crise alimentaire. Objectif, accélérer à court terme l'activité des entreprises agro-pastorales. Reportage de notre correspondant Louis-Marcel Satou. Ces produits alimentaires de base tels que le blé, l'huile végétale raffinée, la viande, le poisson de mer congelé, le poisson salé, le lait en poudre, le sel de table sont entre autres produits qui vont désormais bénéficier de l'exonération du droit de douane, de la redevance informatique et de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce, au regard de la flambée des prix des produits de consommation courante sur les marchés en République du Congo depuis le début du conflit russo-ukrainien. Cette décision à tout point de vue par les consommateurs participe à la volonté des gouvernants de lutter contre la vie chère. Nous devons d'abord commencer par saluer cette mesure qui, tant soit peu, a permis de détendre un peu la situation par rapport à la crise alimentaire. Et toutefois, en tant qu'union patronale des opérateurs économiques du Congo, nous demandons au gouvernement, à long terme, d'essayer de voir comment mettre en place des mesures d'accompagnement et protéger la production locale. En application du décret portant approbation du plan de résilience sur la crise alimentaire mis en place par le gouvernement congolais, une note circulaire exonérant les taxes douanières de certains produits de première nécessité a été rendue publique. La Somalie au bord d'une situation de famine sans précédent. À Madagascar, le ministre des Affaires étrangères limogé après son vote sur le conflit russo-ukrainien et les autorités ivoiriennes qui s'accordent sur le retour de Charles Blé Goudé, c'est le reste de l'actualité. La Somalie serait au bord de la famine. Selon une alerte donnée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le pays pourrait faire face à une situation jamais vue depuis un demi-siècle sans une plus grande mobilisation internationale. L'UNICEF qui tire la sonnette d'alarme évoque une situation qui serait pire que lors de la dernière famine en 2011.
Une catastrophe qui avait fait 260 000 morts. Comme bien souvent dans cette situation, les enfants sont les premières victimes. Selon le porte-parole de l'UNICEF au Soudan, un enfant est admis à chaque minute dans un établissement de santé pour malnutrition aiguë sévère. À Madagascar, le président Ange Razoel a limogé son ministre des Affaires étrangères. Le chef de l'État lui reproche d'avoir pris seul la décision de voter en faveur de la résolution de l'ONU qui condamne les annexions illégales de l'Ukraine par la Russie. Un vote contre la Russie en contradiction avec la position officielle de Madagascar. Le pays a toujours revendiqué faire partie des pays non alignés. Par conséquent, Madagascar s'était toujours abstenu lors des votes sur le conflit russo-ukrainien pour marquer sa neutralité. Interrogé sur les raisons de son vote, l'ex-ministre des Affaires étrangères a affirmé que cette décision de voter pour était le résultat d'une conviction personnelle. Charles Blé Goudet, l'ex-ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, bientôt de retour en Côte d'Ivoire. Selon son parti, le Conseil pour la justice, l'égalité et la paix, en abrégé COJEP, Charles Blé Goudet aurait obtenu le feu vert des autorités ivoiriennes pour un retour au pays. Acquitté par la Cour pénale internationale il y a 1 an et demi, Charles Blé Goudet vit depuis à La Haye, aux Pays-Bas, où il ne cesse de manifester son désir de rentrer chez lui. Si les informations étaient confirmées par les autorités ivoiriennes, l'ancien leader des jeunes patriotes pourrait revenir dans son pays d'ici la fin de l'année. Il emboîterait le pas à Laurent Gbagbo, lui aussi acquitté par la CPI, puis finalement revenu dans son pays en juin de l'année dernière. Retour en France où après l'horreur du meurtre de la petite Lola âgée de 12 ans, tuée dans des circonstances monstrueuses vendredi dernier par une clandestine, l'Assemblée nationale s'est déchirée hier sur ce drame avec notamment le ministre de la Justice qui a accusé la droite et l'extrême droite d'être toujours au rendez-vous du malheur. Soukaina Skali. Un peu de décence et respectez la douleur de la famille, Madame la Présidente. D'une affaire sordide à une affaire politique, le meurtre de la jeune Lola a agité l'hémicycle. Mardi, dans un parlement fébrile, les députés de droite et d'extrême droite ont pointé du doigt la majorité. En cause, la situation irrégulière de la principale suspecte. La suspecte de cet acte barbare n'aurait pas dû se trouver sur notre territoire, et ce, depuis plus de 3 ans. Et vous ne pourrez pas évacuer le sujet comme vous le faites en toutes circonstances et comme vient de le faire le ministre de l'Injustice en criant à la récupération et en attaquant par cet argument éculé ceux qui s'en scandalisent. 3 jours après la découverte du corps de la collégienne de 12 ans dans une malle, les policiers ont écroué une femme de 24 ans pour viol aggravé et meurtre. La suspecte, dont l'identité a été dévoilée, avait été interpellée fin août pour défaut de titre de séjour et faisait l'objet depuis d'une obligation de quitter le territoire, de quoi susciter l'ire de députés LR. Par le laxisme de votre politique d'immigration, cet enfant a été martyrisé, violé, tué par une clandestine qui faisait pourtant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le défaut d'exécution de ces décisions de justice rend votre ministère responsable de ces drames. Face aux accusations, la majorité est donc rapidement montée au créneau. Faire de la petite politique, de la petite poloche, se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marchepied, c'est une honte, monsieur le député. Mardi, le président Emmanuel Macron a reçu les parents de la jeune Lola à l'Élysée. Du côté de l'enquête, des expertises psychologiques et psychiatriques doivent être encore réalisées. Et on reste en France, où la pénurie de carburant est toujours d'actualité dans de nombreuses régions, et ce malgré de nouvelles réquisitions à la raffinerie de Feyzin, alors que 3 sites de Total Energy ont voté aujourd'hui la poursuite de la grève, une grève qui dure déjà depuis 3 semaines. Les États-Unis ont annoncé hier qu'ils allaient puiser dès le mois de décembre 15 millions de barils supplémentaires dans leurs réserves stratégiques pour tenter de soulager les cours du pétrole. Une ponction qui pourrait en appeler d'autres, étant donné que Joe Biden n'exclut pas d'en utiliser davantage.
En Ukraine, où la guerre continue, la Russie reconnaît que la situation de ses troupes est tendue, notamment dans la région de Kherson, au sud du pays. Un contexte qui a poussé Vladimir Saldo, le chef de l'administration pro-russe, à annoncer l'évacuation dès aujourd'hui de 50 à 60 000 civils de la ville de Kherson. Mathieu Nicolas. Pour que les militaires travaillent calmement et ne s'inquiètent pas que les civils restent derrière leur dos, il faut quitter les zones que j'ai mentionnées, laisser les militaires bien faire leur travail. C'est un appel d'urgence. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux mardi, le chef de l'administration pro-russe de Kherson, Vladimir Saldo, a appelé les habitants de plusieurs zones de la capitale de la région occupée par la Russie à quitter les lieux. Les pro-russes craignent une contre-attaque ukrainienne et veulent minimiser les dégâts civils. Je décrète le déménagement volontaire et l'évacuation des habitants des districts de Berislav, Bilozerka, Oleksandrivka et Sniurivka. Tout cela se déroulera de manière organisée et sera gratuit. Ceux qui le souhaitent pourront se déplacer sur la rive gauche de la région de Kherson. Certains voudront peut-être aller plus loin dans les régions russes. Des évacuations qui concernent 4 zones de la rive droite du fleuve Dniepr et devraient prendre 6 jours selon les autorités pro-russes. 10 000 évacués par jour, soit un total de 50 000 à 60 000 personnes. Un impératif justifié par Moscou en raison de la situation tendue autour de Kherson. L'armée russe est frappée de plein fouet par les attaques ukrainiennes. La situation dans cette zone n'est pas simple. L'ennemi frappe intentionnellement des infrastructures économiques, sociales, industrielles et des bâtiments résidentiels de Kherson. Mercredi, les autorités russes ont annoncé le début des évacuations de civils. Sur ces images diffusées sur une chaîne de télévision russe, on peut y voir une longue file d'attente d'habitants dans le brouillard avec leurs affaires. Selon des médias russes, ils seront dirigés vers la Crimée, Krasnodar et d'autres régions plus éloignées. Et on termine cette édition avec des nouvelles de la sportive iranienne Elnaz Rekabi qui est rentrée à Téhéran après avoir participé sans voile au championnat d'Asie d'escalade en Corée du Sud. Accueillie en héroïne par ses partisans à l'aéroport, elle a dû présenter ses excuses aux Iraniens en expliquant que son foulard avait glissé par erreur, des excuses que les militants des droits de l'homme estiment avoir été obtenues sous la pression des mollahs. C'est la fin de cette édition, on se retrouve très vite pour une nouvelle édition de la mi-journée. En attendant, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À très bientôt, bonne journée à tous, au revoir.